Ce juif antisioniste se fait menacer, harceler, intimider pour avoir tenu des propos de paix, pour avoir tenu des propos contre ce qui se passe actuellement en Palestine, c'est-à-dire un nettoyage ethnique, c'est-à-dire des bombardements, vous connaissez, surtout si vous suivez la chaîne. Je vais vous expliquer tout ça. En fait, vous avez un collectif que vous connaissez peut-être, peut-être pas, qui s'appelle le collectif Tzedek, qui est un collectif de juifs décoloniales. Je vous invite à aller les suivre. Ils font vraiment du très très bon boulot. Par exemple, vous pouvez les suivre sur Twitter. Sur Twitter, c'est Tzedek, comme ça, T-S-E-D-E-K, point d'exclamation. Ils font du super boulot justement parce qu'ils arrivent à tenir un message contre l'antisémitisme, parce que de base c'est leur combat, mais aussi contre la colonisation et aussi pour la paix. Forcément, ça plaît pas aux ultrasionistes qui voudraient voir les Palestiniens disparaître, la colonisation continuer, de voir des gens qui sont contre ça et qui en plus de ça sont juifs. Il y a un côté presque trahison, je pense, pour eux, qui sont des ultranationalistes, des suprémacistes juifs, israéliens ou des choses comme ça. Et donc ils s'en prennent, par exemple, à Jonathan Ruff du collectif Tzedek. Je vais vous mettre un petit peu de Jonathan Ruff pour que vous voyez son discours. Et vous allez voir après qu'il a été attaqué. Qu'est-ce que vous pensez aussi de l'État français qui veut se présenter comme le défenseur des Juifs et comme un combattant de l'antisémitisme? Est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous êtes plutôt sceptique? Donc là, c'est Wissam qui pose la question. Qu'est-ce que vous pensez de l'État français? Là, on a vu avec la marche dimanche contre l'antisémitisme qui se dit oui, voilà, Le Pen, Macron, Darmanin, tout ça, ils vont défendre les Juifs. Qu'est-ce que vous en pensez? On a quand même le président qui a réhabilité le plus de penseurs et d'écrivains antisémites. Enfin, lui et Darmanin, c'est quand même un truc de ouf. Donc, comment est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui veut réhabiliter Pétain et en faire un héros de guerre? Comment est-ce qu'on veut faire confiance à quelqu'un qui cite Maurras, qui cite littéralement Maurras? Comment on veut faire confiance? Ah bah oui. Et puis Macron, ouais, il avait cité aussi Julius Evola. Il avait dit voilà que Pétain c'était un héros de guerre. Enfin, il a vraiment des propos qui sont un peu moyens parfois. Hein. À un ministre de l'Intérieur qui écrit un bouquin antisémite dans lequel il dit que le modèle à suivre, c'est celui de Napoléon, entre parenthèses, grand colon aussi, donc responsable. Et grand antisémite aussi. Et grand antisémite aussi, où dans son bouquin, en gros, il dit que le modèle, c'est de faire ce que Napoléon a fait avec les Juifs, c'est-à-dire les assimiler, même pas les intégrer, les assimiler de force. Ces gens-là ne veulent pas notre bien, ils veulent nous instrumentaliser, et surtout parler en notre nom et à celui de notre sécurité. Qu'est-ce que vous pensez? Là, moi, j'aime bien son discours parce qu'il montre quoi? Il montre que le fait de la question de l'antisémitisme, en fait, c'est une question qui est super instrumentalisée pour pouvoir à la fois faire passer des lois sécuritaires et à la fois soutenir Israël et le sionisme et à la fois faire porter le chapeau aux musulmans. Ce qu'on a vu avec la marche contre l'antisémitisme. C'est-à-dire, ah ouais, après la marche, il se passe quoi? Bah en fait, au niveau de l'antisémitisme, ça n'a rien changé. Par contre, ça a permis de réhabiliter Reconquête, de réhabiliter Le Pen en disant que maintenant, Marine Le Pen faisait partie de l'arc républicain, que les antiracistes authentiques qui ne participent pas à la marche, comme la CGT, comme la France Insoumise, comme, je sais pas moi, la CNT, comme le POI, comme LO, le NPA, PRCF, FO, enfin voilà, toutes les organisations vraiment de gauche qui sont solides sur ces questions-là, par contre, eux ne font plus partie de l'arc républicain, quoi. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Et tout ça se fait au nom de la protection des Juifs. Alors même que Darmanin et Macron, c'était pas les derniers pour réhabiliter des antisémites notoires, quoi. Donc à la suite de ça, ce qui se passe, c'est que ça n'a pas plu. Et donc, il y a un groupe Telegram qui s'appelle la Brigade Juive qui appelle au harcèlement d'autres Juifs en raison de leur positionnement sur Israël. Notamment le collectif Tzedek. Donc c'est Rima Hassan qui dit ça. Mon numéro et celui d'autres personnalités ont été communiqués avec pour consigne harcèlement, intimidation, menace. Et là, il y a le screen. Donc le screen, là, vous êtes dans le Telegram, la Brigade Juive. 720 membres quand même. Donc on n'avait pas vu l'Obersturmführer Maurice depuis quelques jours. Le voilà de retour. Bon, il s'est fait insulter sa maman. Il y en a même qui l'ont menacé. Bref. En remettre une couche, il nous invite un juif selon les lois de Vichy. Donc il parle de Jonathan Ruff, là qu'on vient de voir. Ils remettent en cause sa judéité, quoi. C'est pas un vrai juif, parce que comme il est pour la paix et qu'il est passionniste, c'est pas un vrai juif. Membre du collectif Tzedek, Jonathan Ruff, le fils de Michel Ruff, responsable de l'Union juive de France pour la paix Orléans.
Donc aussi une union qui est antisioniste et qui est pour la paix, quoi. Le petit a vomi sa soupe d'idiots utiles. Mais voilà, pourquoi Jonathan traite-t-il le gouvernement israélien de néo-nazi tout en soutenant le Hamas et la Palestine après le 7 octobre? Bon, évidemment, j'ai jamais entendu Jonathan Ruff ni Tzedek soutenir le Hamas, donc je sais pas pourquoi il dit ça. Demande-lui, et il balance son numéro. Deuxième vidéo pour la reconnaissance vocale, quoi. Donc vous avez ce genre de gars qui font tourner des numéros de militants juifs antisionistes en disant ouais, c'est peut-être pas des vrais juifs, en fait ils sont juifs selon Vichy, quoi. Peut-être que pour certains critères ils seraient juifs, mais en réalité au fond d'eux c'est pas des vrais juifs parce qu'ils trahissent, parce qu'ils sont antisionistes. C'est assez ouf, je crois. De toute façon, ce collectif monte en ce moment parce que il est mis en avant par les événements et puis parce que ils tiennent un discours qui est assez clair et qui est assez original, faut le dire, dans le champ français, qui est assez sioniste et assez aveugle, même par rapport aux autres pays, à la politique israélienne. Dans d'autres pays, on voit quand même plus de facilité à la critique. Vraiment, la France, c'est un des pires pays pour ça. Donc eux, ils utilisent les mêmes méthodes que les FAF, ils disent dans les commentaires, dans le chat, mais c'est un peu ça, quoi. Pour finir là-dessus, je vais vous mettre un petit peu de Tzedek, du coup. Là, vous avez Simon Hassoun, donc qui est le représentant principal. Je sais pas si c'est le chef, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais vous voyez ce que je veux dire. De Tzedek. Là, c'est une intervention où il répond à Émile Ackerman, donc qui est un sioniste. Et voilà ses interventions. Cette comparaison-là, elle dénote quand même une lecture politique qui est très pauvre, Émile, et qui s'appuie notamment sur des... Enfin, je veux dire, la manière dont tu as de définir l'antisémitisme, moi je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas... C'est très brouillon et ça apporte beaucoup de brouillage de dire que voilà, il y aurait un antisémitisme plurimillénaire et que tout est pareil, que ce soit à l'extrême gauche, à l'extrême droite, c'est exactement les mêmes dynamiques, le même antisémitisme. Cette vision-là, elle te prive en fait de toute intervention politique, c'est-à-dire de toute intervention pour transformer en fait les rapports sociaux qui... C'est intéressant parce que là, il critique un essentialiste, c'est-à-dire des gens qui vous disent oui... En gros, il y a toujours eu de l'antisémitisme, ça a toujours été pareil, alors qu'en fait, il y a des formes très spécifiques, et on peut pas dire que c'est pas parce que ça s'applique aux juifs que c'est toujours le même antisémitisme. Vous allez avoir un antisémitisme d'origine chrétienne, notamment par rapport à Judas, donc par rapport à la religion des Issites, tout ça. Vous allez avoir l'antisémitisme actuel, que vous avez dans certaines communautés musulmanes, bah, c'est pas le même déjà. C'est pas le même parce que déjà c'est pas des chrétiens, parce que ça a à voir aussi avec la colonisation de la Palestine. Voilà, donc c'est intéressant de se rendre compte de quel antisémitisme on parle à chaque fois. On peut pas dire que l'antisémitisme de l'extrême droite, type Le Pen, type Jean-Marie Le Pen, c'est le même antisémitisme que l'antisémitisme que vous allez retrouver chez des groupes d'islam radical ou des trucs comme ça. Si on comprend pas ça, on peut pas agir sur l'islam. Sur l'antisémitisme actuel. Si on ne comprend pas quel type d'antisémitisme il y a, d'où il vient, on ne peut pas essayer d'agir à l'origine. On peut juste faire des lois sécuritaires en disant ah, c'est pas bien l'antisémitisme, et s'il y a des gens qui sont antisémitistes, on va leur taper sur les doigts. Oui, d'accord. Mais c'est pas comme ça qu'on va faire au mieux. Le problème, c'est que si on veut essayer de comprendre au mieux ce qui se passe, on est obligé de remonter, par exemple, la colonisation de la Palestine, qui a un gros facteur actuellement de montée de l'antisémitisme en France. Il n'y aurait pas ce conflit-là, il y aurait beaucoup moins d'actes antisémites. On a bien vu que les actes antisémites ont monté à partir du conflit et de la reprise du conflit, et notamment du bombardement de Gaza. Donc voilà, essayer de faire ce travail-là, qui est un travail qui est plus compliqué, qui est un travail de contextualisation, plutôt que de dire il y a de l'antisémitisme de tout temps et c'est le même antisémitisme, ça permet après de tenir des conclusions politiques, mais le problème c'est que ces conclusions politiques, elles plaisent pas forcément à quelqu'un comme Émile Ackerman, qui est un sioniste. Produisent de l'antisémitisme. Donc c'est une analyse en fait qui est très très bruyante. Maintenant sur la question de la marche. Ça n'a aucun rapport avec sur la question de la marche. C'est moi ce que je trouve incroyable, c'est que c'est toujours au moment où c'est le plus urgent en fait d'avoir des réactions efficaces et concrètes contre l'antisémitisme qu'on a les plus grandes instrumentalisations sur cette question-là. Nous n'irons pas à cette marche pour une raison qui est très simple, c'est qu'on trouve qu'elle est contre-productive. Elle est contre-productive. Oui, pourquoi ? Parce que on ne lutte pas. Oui, il faut lutter contre l'antisémitisme, mais cette marche-là est justement contre-productive de ce point de vue-là. Pourquoi ? Parce que on ne
lutte pas contre l'antisémitisme en apportant encore plus de brouillage, de confusion et de tension. Or, accepter en fait de marcher avec le Front National, avec Éric Zemmour, c'est-à-dire avec des forces politiques qui plongent leurs racines dans la collaboration et dans l'antisémitisme. C'est ça que voient pas aussi certains qui croient réellement que cette marche, oui, il fallait y aller parce que c'était contre l'antisémitisme. Marche faite par Yael Braun-Pivet et Larcher contre l'antisémitisme, avec Reconquête, avec le Rassemblement National, sans la France Insoumise, la CGT, sans des forces qui sont historiquement des forces antifascistes et antisémitisme. C'est quand même extrêmement étonnant déjà. Et en plus de ça, ça permet de réhabiliter des partis qui aujourd'hui sont des partis qui s'orientent plutôt vers la haine des musulmans, Reconquête, le Rassemblement National, même dans une certaine manière la droite en général et même Darmanin, Macron. Mais le jour où faudra taper sur les juifs, ils seront là pour taper sur les juifs parce que c'est des partis qui historiquement ont toujours été là pour taper sur un bouc émissaire. Ce que n'ont pas fait les partis de gauche. La CGT a toujours été orientée pour taper contre les bourgeois, contre les gens qui exploitaient les autres. Pas contre les juifs, pas contre les musulmans. Ça participe de ce brouillage. Deuxièmement, on ne lutte pas contre l'antisémitisme avec des responsables politiques, je parle de la droite, je parle de la Macronie, qui par ailleurs sont complètement étrangers historiquement à la question de la lutte contre l'antisémitisme, et qui par ailleurs participent de la racialisation des rapports sociaux en menant des politiques racistes, des politiques islamophobes notamment, mais pas que. Et qui, en fait, font le tri entre les racismes contre lesquels on va lutter, contre lesquels on ne va pas lutter. Faire ça, en fait, c'est aller vers encore plus de dégradation, de ressentiment qui va se répercuter nécessairement dans ce contexte de tension, en partie contre les juifs. Et on pense que de ce point de vue-là, on ne peut pas lutter contre l'antisémitisme avec des personnes qui, eux, mènent des politiques racistes. On trouve que c'est contre-productif. Il y aura, et je termine sur ce point-là, il y aura d'autres initiatives par rapport à la recrudescence des actes antisémites. Et par ailleurs, nous, la lutte contre l'antisémitisme, on ne la conçoit pas comme étant le fait simplement de se réunir, de marcher, de faire acte de présence, et après chacun rentre chez soi, et on est bien content d'avoir lutté contre l'antisémitisme. Il dit les termes. Après, au sujet de l'amalgame juif égale Israël, Israël égale juif, c'est relais et les raisons pour lesquelles nous le combattons. Raison, quoi. C'est quand même extraordinaire de... Ça, on en parle souvent, hein. Juif égale Israël, c'est extrêmement dangereux parce que actuellement, Israël fait un nettoyage ethnique, du coup, on dit quoi? On dit que les juifs font des nettoyages ethniques. Ça n'a pas de sens. Et ça crée de l'antisémitisme. De nous reprocher de faire l'amalgame que nous-mêmes on dénonce, en fait. C'est-à-dire que si vous reprenez tous nos communiqués et toutes nos interventions, y compris mes interventions, on a de cesse de dire que cet amalgame-là n'est pas juste, n'est pas vrai, et qu'il fait du tort aux juifs et qu'il met en danger les juifs. Et ce n'est pas nous qui faisons cet amalgame-là. Déjà, nous n'en avons pas les moyens, notre voix ne porte pas autant pour ancrer un amalgame aussi important dans l'esprit des gens, mais il est fait par d'autres. Il est fait en premier lieu en France par le gouvernement français, et notamment par la Macronie, sur tous les débats autour de l'antisémitisme, et il est fait également par l'État d'Israël, qui lui-même se revendique agir au nom de tous les juifs du monde. Sur la séquence... Bah oui, et puis c'est évidemment le discours à la Manuel Valls de l'antisionisme et de l'antisémitisme. Et on l'a vu, Elisabeth Borne l'a beaucoup dit, ça, elle a dit en gros, qu'il y avait que les gens cachaient leur antisémitisme en se disant antisioniste. Alors ça existe, les gens qui font ça. Mais majoritairement, la gauche antisioniste n'est pas antisémite. Donc c'est ridicule de dire ça. Qu'on vient d'entendre, je vous remercie de l'avoir passé parce que je commence par dire que au sein de la communauté juive en France, il y a bien une diversité d'opinions et une diversité y compris même de rapports à l'État d'Israël. Ce que je dis en second lieu, c'est que la plupart de nos dirigeants communautaires, effectivement, ont un parti pris pro-israélien. Moi, je pense que c'est un fait. J'attends que peut-être que tu vas me montrer le contraire, mais en attendant, la plupart de nos représentants communautaires, et je trouve que c'est une mauvaise politisation de leur part, ont un parti pris pro-israélien. Moi, ce que je te reproche, c'est le flou qui est entretenu entre le parti pris pro-israélien. C'est pas pareil que de dire soutenir la politique israélienne, parce que justement, le parti pris pro-israélien. Excuse-moi, on peut jouer sur les mots. Non, c'est pas. Soutenir la politique israélienne ou avoir un parti pro-israélien, pour la plupart des gens, y compris pour moi, ça veut dire plus ou moins la même chose. Et je pense que tout le monde comprend très bien. Je pense que tout le monde comprend très bien ce qu'on veut dire. Bah oui, puis.
quand on parle d'un parti pris israélien, bon, à la fois ça peut renvoyer à la politique israélienne, mais même euh, à Israël en tant qu'État colonial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Israël, quand bien même ce serait un État comme les autres qui n'attaquerait pas Gaza, ça reste un État colonial en tant que tel. C'est-à-dire un État qui est présent sur des territoires qui ne lui appartient pas ou qui va lui appartenir parce qu'elle a grugé, qui contrôle les allées et venues d'autres populations dans une enclave. Il n'y a pas besoin juste de condamner le fait qu'il y ait Tsahal qui bombarde des hôpitaux. C'est pas juste ça le problème d'Israël. Je veux dire, vous savez, quand, et ça a été pareil en 2014, ça a été pareil en 2008, quand au moment où nous recevons tous en boucle les images de ce qui est en train de se passer au Proche-Orient, de ce qui est en train de se passer à Gaza, et que vous avez des représentants communautaires qui viennent s'exprimer du coup au nom de tous les Juifs pour dire « nous soutenons le droit d'Israël à se défendre et nous soutenons les opérations militaires israéliennes », je trouve que ça a des répercussions extrêmement dangereuses sur le quotidien de dizaines de milliers de Juifs ou de centaines de milliers de Juifs, et peut-être même d'abord les Juifs qui sont des classes populaires et qui vivent des relations intercommunautaires qui sont déjà très dégradées, qui sont déjà très imprégnées de violence, et que en allant vers ces discours, en allant vers ces prises de position, on est en train de faire monter cette tension qui se répercute par de la violence qui touche nos corréligionnaires. Et je pense que c'est important d'insister, je vais terminer sur ça, je pense que c'est important d'insister sur ce sentiment d'insécurité dans lequel est plongé les Juifs de France, et qu'il est important de pouvoir y répondre, non seulement y répondre, mais de pouvoir indiquer une boussole, une voie pour comment on peut sortir de cette insécurité. Ben voilà, là il est terrain. C'est-à-dire que si on comprend pas d'où vient l'antisémitisme, si on ne fait pas l'analyse du contexte, l'analyse concrète de la situation concrète, on ne comprend pas comment lutter contre en fait. Sécurité là. En termes de solutions positives, nous disons l'État d'Israël. Maintenant, Donc c'est comprendre la nature coloniale de l'État d'Israël pour sortir de la confusion, seul moyen pour espérer de faire advenir une paix juste entre Israël et Palestine. Et là, il parle de nature coloniale, et c'est ce que je vous disais. Le problème, c'est pas juste la politique israélienne, c'est que l'État d'Israël est en tant que tel colonial. C'est comme si pendant, je sais pas, pendant l'Indochine ou pendant l'Algérie française, on disait ouais, le problème c'est la politique des Français en Algérie. Mais non, mais la colonisation de l'Algérie est déjà un problème. L'État d'Israël. Maintenant, nous, en termes de solutions positives, nous disons, il est hors de question, évidemment, que les Israéliens soient déplacés ou je ne sais quoi. L'enjeu principal dans le conflit israélo-palestinien est celui de l'égalité et de la justice. Il faut que Israéliens et Palestiniens puissent vivre à égalité de droits et à égalité de dignité. Pour cela, il faut avoir un processus de décolonisation des institutions israéliennes qui instituent des rapports sociaux de domination coloniaux dans lesquels sont pris Israéliens et Palestiniens, et dont on voit toute la violence qui a explosé depuis le 7 octobre. Si à un moment donné on se pose sérieusement, s'il vous plaît, la question de la sécurité des civils israéliens, cette question est importante pour nous. On a des Israéliens dans notre collectif, et pour nous, et pour ceux qui ne sont pas Israéliens, on a pour beaucoup de la famille là-bas, et on est très inquiets. Nous, on veut que cette violence s'arrête. Si on se pose sérieusement cette question-là de la sécurité des Israéliens, et le chemin le plus court pour y accéder, ça va être de justement saper ce qui produit cette violence-là. Ça, c'est un truc important aussi, c'est le fait que on met souvent en avance les violences du Hamas en disant « Ah là, le Hamas est producteur de violence », mais faut toujours garder à l'esprit que celui qui pose le degré de violence du conflit, c'est les colons, parce que c'est eux qui peuvent résoudre le conflit. Il suffirait d'avoir un État avec les mêmes droits pour les Palestiniens et les Israéliens pour qu'il n'y ait plus de conflit, et que la rhétorique du Hamas de il faut aller qu'on bute des Israéliens, elle n'ait plus aucun sens en fait pour les gens, et qu'elle ne soit plus soutenue. Le problème, c'est que quand on fait pas ça, quand on empêche toute solution politique au peuple palestinien et qu'on va leur taper dessus, on provoque de la violence chez eux et des réactions violentes qui sont parfois désespérées et qui vont aboutir des fois à des réactions même de type massacre, de type terrorisme, des choses comme ça, quoi. Mais ça a été comme ça dans toutes les guerres de colonisation d'ailleurs, de libération coloniale.
Et notamment ces jeux de domination entre Israéliens et Palestiniens. Henri Lorenz, le professeur Henri Lorenz, qui n'est pas, je pense, un militant d'extrême gauche, qui est historien, qui a donné un formidable entretien dans l'Humanité très récemment, il dit bien que l'attaque du 7 octobre, qui a arraché la vie de 1400 Israéliens, elle s'inscrit bien dans l'histoire longue du conflit israélo-palestinien. On ne peut pas dire tout a commencé avec 7 octobre et c'est une attaque antisémite qui viendrait de nulle part. Évidemment que le Hamas, dans son idéologie, a des éléments d'anti-judaïsme et des représentations antisémites. Mais l'anti-judaïsme du Hamas, il s'adosse surtout à ce que... comment dire, il s'adosse au fait qu'être juif en contexte palestinien, c'est être pris dans ces rapports-là qui fait de vous un colon vis-à-vis de la population colonisée. Les combattants palestiniens... Ça c'est intéressant aussi, c'est pour ça que la rhétorique qui consiste à dire le Hamas c'est Mohamed Merah, ce n'est pas pareil en fait. C'est pas pareil d'avoir des gens qui sont dans une situation coloniale. Tu as plus tendance à te te renvoyer vers Dieu, surtout quand Israël a coupé court à tous les mouvements progressistes en Palestine, que l'URSS a chuté et a arrêté de financer la résistance du coup palestinienne. Et donc vous avez des groupes qui sont des groupes très religieux qui arrivent au pouvoir. Et ces groupes-là, ils se retrouvent dans des conditions où ils vont parfois faire l'amalgame entre juifs et sionistes et israéliens. Nous, de notre côté, ça paraît évident, même si c'est pas évident pour tout le monde peut-être, mais en France, c'est facile de dire un sioniste et un juif, c'est différent. Dans une situation où un Palestinien juif va pouvoir accéder à la nationalité israélienne et donc devenir du camp décolonisé, c'est beaucoup moins évident de leur point de vue. Et donc ça n'excuse pas leur amalgame, mais on comprend plus la naissance de cet antisémitisme-là, qui n'est pas pareil que l'antisémitisme de quelqu'un qui est en France et qui va devenir un Mohamed Merah. C'est quand même pas la même chose. En plus de ça, la charte du Hamas qui était antisémite a été amendée dans une charte qui n'est plus antisémite, qui est devenue anti-Israël, je crois en 2017 ou en 2018. Donc déjà, on peut remettre en question ce discours-là qui nous dit que le Hamas est un mouvement antisémite en soi. Qu'il soit anti-israélien en soi, qu'il soit anti-sioniste en soi, c'est sûr et certain. Qu'il ait été antisémite, c'est vrai. Qu'il soit aujourd'hui antisémite, c'est moins évident. Qui ont passé la frontière de Gaza, pour beaucoup, ils ont foulé de leurs pieds le sol dont ont été chassés leurs aïeux 75 ans plus tôt. Je veux dire, si on met ça sous le tapis, qu'on ne veut pas voir ça, alors on ne comprend rien à ce qui se passe là et on ne rend pas service aux Israéliens qui, eux, se prennent dans la figure, pour pas être plus vulgaire, une violence qui est horrible en fait. Et à un moment donné, moi je pense que c'est nous qui sommes raisonnables et qui sommes responsables à dire il faut que tout cela s'arrête. Et pour que tout cela s'arrête, il faut mettre sur la table les questions politiques. Bon, voilà ce que je voulais vous montrer. Donc Tzedek, collectif juif décolonial, soutien à eux et soutien particulièrement à Jonathan Ruff, qui se retrouve harcelé, intimidé avec son numéro de téléphone qui tourne. C'est vraiment des manœuvres faites pour faire taire les gens. Donc tout mon soutien à lui, tout mon soutien à eux.